Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Kate Bush. Je suis la coordinatrice des programmes et services à la Société SLA du Québec. C'est mon grand plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui de Desjardins, Conseil de patrimoine, Caroline Marion et Sophie Sylvain, excuse-moi, Madame Sylvain, qui va expliquer à nous aujourd'hui les choses reliées à les crédits d'impôt pour l'année fiscale 2025. C'est à vous. Merci. Merci. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Ah, mon Dieu, une belle couette hein, sur le dessus. Euh, Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin, ainsi qu'avec ma collègue Caroline. Alors, je me présente. Je suis Sophie Sylvain et je suis planificatrice financière chez Desjardins Gestion de patrimoine. Ma collègue avec qui on va discuter aujourd'hui en échange, eh bien, c'est Caroline Marion. Caroline, elle est notaire, elle est fiscaliste et elle est aussi fellow de l'Institut de planification financière. Donc, ensemble, aujourd'hui, c'est sûr que parler d'impôts, parler de crédit d'impôt, de fiscalité, à première vue, c'est pas nécessairement le sujet le plus le fun, mais en même temps, c'est qu'on va tenter du mieux que l'on peut de vous amener des notions qui pourraient être fort utiles, soit comme proche aidant ou encore pour les personnes aidées. Et puis, la rencontre d'aujourd'hui, ça a été mentionné, c'est enregistré et ce sont des informations qui vous sont partagées pour les déclarations de revenus que vous allez faire pour l'année fiscale 2025. Ce qui fait en sorte que la préparation des déclarations de revenus doit être faite au plus tard. Il faudrait peut-être juste fermer vos micros, tout le monde, parce que sinon, il va y avoir beaucoup de bruit ambiant, si possible. La période de préparation des déclarations de revenus, il y a une date limite, c'est le 30 avril 2026 pour préparer les déclarations de revenus de l'année 2025. Donc, la réécoute va être disponible de la conférence d'aujourd'hui jusqu'au 30 avril 2026 parce qu'après ça, les informations financières que vous allez voir à l'écran ne seront plus à jour. La présentation en tant que telle, des fois, il y a beaucoup de mots dans les planches de présentation. C'est pas nécessaire de tout prendre en note parce qu'on a fourni à Kate et Lee un document concis avec 3 pages qui va vous être transmis après la présentation. Donc, vous pouvez nous garder là, toute votre attention et non pas être assidu à prendre des notes et des notes parce que ce document-là contient 3 pages, comme je le mentionnais, mais l'important là-dedans, c'est qu'il va y avoir un tableau qui prend 2 pages à lui seul et sur ces tableaux-là, vous allez avoir les liens directs qui vont vous mener sur les sites gouvernementaux, tant provincial que fédéral, pour aller retrouver l'ensemble des informations qu'on vous partage aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir cliquer et utiliser ceux qui vous conviennent. Donc, ça, c'était par rapport aux informations là, en préambule parce qu'aujourd'hui, on va avoir 5 sujets de discussion ensemble. On va débuter par un tableau synthèse. Vous allez voir de quoi il va avoir l'air, là, ce que vous allez recevoir par la suite, mais aussi un peu de lexique, comme moi j'aime bien appeler, parce que avant même d'obtenir des informations sur différents crédits d'impôt, il y a certains mots, il y a un vocabulaire qui entoure la fiscalité qu'il faut s'approprier de base pour ensuite là, en venir aux explications un petit peu plus détaillées sur les crédits. Là, ensuite, ben, une fois qu'on va avoir mis la table avec ça, on va y aller avec les crédits spécifiques pour les personnes proches aidantes. Ensuite, le troisième sujet, ce sera le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Le quatrième sujet, ce sera le crédit d'impôt pour maintien à domicile et on le compare avec celui qu'on appelle frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie. Vous allez voir tout au long de la présentation, ben, nous-mêmes,
trouve que pourquoi faire ça simple quand on peut faire ça compliqué, comme moi je dis, c'est que d'une part, il y a des crédits qui sont appelés d'une certaine façon au provincial, qui peuvent ressembler à ce qu'il y a au fédéral, mais les conditions sont pas pareilles et les noms sont pas pareils. Fait que c'est pour ça que ça devient mêlant à la longue. Fait qu'on a tenté là, de bien classifier le tout. Et on va terminer avec le crédit d'impôt pour frais médicaux avec une période de questions. Donc, si on y va d'abord et avant tout avec un peu de vocabulaire fiscal, Caroline, il y a des définitions ici qui sont importantes. Absolument. Bonjour tout le monde. Donc, on va commencer par le début. D'abord, un crédit d'impôt, qu'est-ce que c'est? C'est un montant qui va venir réduire l'impôt qu'une personne a à payer pour une année fiscale. Le crédit d'impôt, on peut le comparer à une déduction fiscale. Une déduction fiscale, par exemple, comme quand je cotise à un REER, j'ai droit à une déduction pour le montant que j'ai cotisé. Étant donné que le crédit et la déduction ne sont pas à la même place et ne servent pas le même but au niveau de l'impôt. Quand je prends une déduction fiscale, ça vient réduire le montant qui va être assujetti à l'impôt. Et donc, plus j'ai beaucoup de revenus et comme nos taux d'imposition sont progressifs au Canada et au Québec, ben, plus j'ai des revenus, plus ma déduction fiscale vaut cher en argent sonnant. Un crédit d'impôt, ça a la même valeur pour tout le monde. C'est donc une mesure fiscale qui est probablement parmi les plus équitables qui soient parce que le crédit d'impôt, il vient après qu'on ait calculé les revenus imposables, qu'on ait calculé l'impôt. Et là, on a la même valeur pour tout le monde. Là où ça se corse, c'est que peu importe où vous allez chercher l'information, incluant sur les sites gouvernementaux du fédéral et du Québec, vous allez souvent avoir l'information qui est souvent donnée, c'est le montant du crédit. Or, le montant du crédit, ça ne veut rien dire. Le montant du crédit, c'est une valeur nominale à laquelle on va appliquer le taux du crédit. Donc, le montant du crédit, ça ne correspond jamais à l'économie fiscale que vous allez faire avec un tel crédit. C'est comme un peu de la poudre aux yeux ou quelque chose qui, dans le fond, qui brouille les cartes pour vraiment réussir à bien comprendre ce qu'est un crédit d'impôt, puisque une fois le crédit appliqué, évidemment, le montant est beaucoup moins gros en termes d'économie fiscale ou même en termes de remboursement d'impôts, puis on va le voir un peu plus loin. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a différentes sortes de crédits d'impôt. Ça se divise entre le crédit d'impôt non remboursable et le crédit d'impôt remboursable. Donc, crédit d'impôt non remboursable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va avoir droit au crédit jusqu'à concurrence de l'impôt qu'on a à payer. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas d'impôt à payer, ben, le crédit d'impôt non remboursable, il sert à rien. OK? Donc, déjà là, ça nous donne un indice parce qu'on va voir tantôt qu'il y en a tellement de crédits d'impôt que des fois, on va se poser la question, est-ce que ça vaut la peine que je fasse l'effort de faire les démarches nécessaires pour avoir accès à ce crédit d'impôt-là? Et la première chose pour laquelle ça pourrait être pas nécessaire, c'est si je le sais d'avance que ma personne aidée ou moi-même comme proche aidant, j'ai peu ou pas d'impôts à payer et conséquemment, ça ne me donnerait rien de faire les démarches pour aller chercher un crédit d'impôt additionnel s'il est non remboursable. Donc, on va l'indiquer aussi pour chacun des crédits s'il l'est ou non. Un crédit d'impôt, ça peut aussi être transférable, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui est le proche aidé, par exemple, qui a pas assez de revenus pour utiliser la totalité du crédit d'impôt, si le crédit est transférable, ça veut dire que peut-être une autre personne, généralement son conjoint, mais ça pourrait aussi s'appliquer au proche aidant, va pouvoir profiter du crédit à sa place. Donc, si ma personne aidée n'a pas suffisamment de revenus, mais que mon proche aidant a des revenus suffisants pour effacer une partie de ses impôts grâce au crédit, ben, les crédits transférables serviront dans ce contexte-là. Finalement, ceux qui nous intéressent vraiment beaucoup, c'est les crédits d'impôt remboursables et ceux qui sont versés par anticipation. Donc, le crédit remboursable, ce que ça veut dire, c'est que même si j'ai effacé mon impôt jusqu'à zéro, il y a un montant de crédit qui reste après avoir effacé mon impôt à zéro. Ça veut donc dire qu'on va aller plus loin, puis on va même me le rembourser. On va m'envoyer un chèque ou on va me remettre une somme à la production de ma déclaration d'impôt.
Et un crédit d'impôt remboursé par anticipation, ben ça, c'est le meilleur des meilleurs mondes. C'est un crédit d'impôt qui peut m'être versé avant d'y avoir droit. C'est-à-dire que pour l'année d'imposition 2025, je pourrais le recevoir mensuellement, mon crédit d'impôt, sous forme de chèque ou de dépôt direct. Puis à la fin de l'année, on va faire les calculs nécessaires pour savoir si j'y avais droit, puis si j'en ai reçu plus ou pas assez. Puis à ce moment-là, on va compiler le tout dans ma déclaration d'impôt, mais au moins, je vais avoir une entrée de revenus régulière pendant l'année, ce qui est donc le crédit d'impôt. Fait que s'il y en a qui se qualifient à un crédit d'impôt remboursé par anticipation, ça vaut vraiment la peine d'aller les chercher, ceux-là, puisqu'ils vont donner une aide ponctuelle au jour le jour. Donc, cela étant dit, si on va voir dans le tableau de la page suivante, non, pas tout de suite. Hein? Non, on n'est pas rendu au tableau, Caroline, parce que il y a du vocabulaire que tu viens de nous donner. Ce qui interpelle la plupart des gens, c'est, ben, oui, remboursable, non remboursable, mais le montant du crédit qui n'est pas nécessairement égal à de l'argent sonnant. Il faut appliquer, comme tu as dit, le taux du crédit dessus pour en savoir la vraie valeur monétaire. Et on a voulu l'illustrer avec des chiffres parce que de la théorie, c'est bien le fun, là, mais avoir un exemple, celui-là est quand même assez frappant. Alors, on a celui qu'on appelle le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Puis l'autre affaire aussi, c'est qu'on est fort des fois sur les acronymes. Fait que si vous avez déjà entendu parler du CIPH, mais le CIPH, c'est ça, c'est le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, l'exemple ici se traduit avec qu'est-ce que ça vient donner en argent sonnant, la valeur de ce crédit-là versus qu'est-ce qui est dit comme étant le montant du crédit, Absolument. Caroline. Donc, essentiellement, si on va voir sur le site Internet du gouvernement fédéral, on va vous parler du montant fédéral 2025 pour la personne handicapée, qui est un montant de 10 000 $. Mais comme on le disait, le montant, c'est un chiffre, c'est une valeur nominale, mais ce n'est pas d'argent. En fait, la valeur monétaire du crédit, quand on applique le taux applicable le taux du Québec, pardon, le taux du crédit qui est applicable au Québec, qui est de 12,1075 %, ça nous donne, dans le fond, une valeur monétaire pour ce crédit-là de 1 227,46 $, donc à peu près 100 $ par mois si on compte rapidement. Puis au provincial, encore une fois, on nous montre le montant quand on est sur les pages qui est de 4 123 $, mais la vraie valeur monétaire du crédit, on parle de 577,22 $ pour 2025. Donc, déjà là, ça dégonfle un peu notre ballon d'intérêt pour les crédits d'impôt, surtout que ce crédit-là est non remboursable, ce qui veut dire que si je n'ai pas d'impôt à payer, ça ne me donne absolument rien. Par contre, comme il est transférable au fédéral, ça peut arriver que ça va profiter à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu cette logique-là qu'on va vouloir appliquer pour chacun des crédits qu'on va regarder dans le détail. Mais avant de les regarder dans le détail, on va les regarder combinés avec une illustration de ce que vous allez avoir dans la pièce de littératie qui vous est remise en même temps que le webinaire d'aujourd'hui. Donc, le fameux tableau récapitulatif, ce qu'on a voulu faire avec ça essentiellement, puis tout le tableau, il fonctionne la même chose. Puis comme c'est le document que vous allez avoir, je vais prendre quelques minutes pour expliquer un tout petit peu. Donc, vous avez toujours le nom du crédit dans la colonne complètement à gauche. Ensuite, vous avez le palier gouvernemental, parce qu'il y en a du Québec, il y en a du fédéral. Vous avez l'information à savoir dans les colonnes du milieu si le crédit est pour la personne aidée ou pour vous, le proche aidant. Donc, c'est ce qui nous permet de voir où est-ce qu'on peut aller le chercher, dans quelle déclaration d'impôt. On a même ajouté les lignes de la déclaration d'impôt applicable pour que vous puissiez le retracer quand vous faites vos impôts pour savoir si vous l'avez pris ou s'il a été considéré. Et vous avez dans la colonne complètement à droite, non pas les montants, mais vraiment la valeur monétaire du crédit pour chacun des crédits de cette façon-là. Fait que ça permet de repérer rapidement. Puis, quand vous allez avoir l'outil en main, là, qui est un PDF, vous allez voir que les noms des crédits sont tous cliquables. C'est tous des liens sur lesquels vous allez pouvoir cliquer pour aller chercher de l'information supplémentaire sur le crédit directement sur les pages des gouvernements fédéral et provincial. Donc, on pense que de cette façon-là, c'est plus facile de s'y retrouver.
en espérant que ça vous sera utile également là, comme outil. Exactement. Alors, c'était pour mettre la table. Maintenant, si on y va avec les crédits qui sont spécifiques pour les personnes proches aidantes, pour repérer visuellement dans la planche à l'écran, on a essayé du mieux qu'on pouvait d'indiquer si c'était un crédit au niveau provincial ou fédéral, le nom complet du crédit, ainsi que ses caractéristiques, à savoir, est-ce qu'il est remboursable ou non remboursable? Est-ce qu'il est transférable? Est-ce qu'on peut avoir un versement anticipé? Donc, vous allez visuellement, pour la majorité, retrouver là, vers la gauche de l'écran ces repères-là. Maintenant, on s'attaque à celui qui est assez costaud, Caroline, parce que, bon, il y a eu des changements dans ce crédit-là, autant comment ça a pu être regroupé en un seul crédit, mais là, ça a plusieurs volets. Fait que on commencerait avec la première explication sur qu'est-ce que c'est le volet 1 versus le volet 2. Absolument. Puis, pour la petite histoire, là, ce qui résulte, là, ce qu'on va vous expliquer, c'est ce que le gouvernement du Québec trouvait qui était beaucoup plus simple comme ça, en regroupant des crédits puis en rendant ça le plus simple possible. Je suis un peu sarcastique parce que vous allez voir que c'est loin d'être simple. Donc, on a un volet 1 au crédit qui comprend, dans le fond, deux sortes d'aides. Il y a une aide qui est plus universelle, c'est-à-dire qui n'est pas réductible, qu'on ne peut pas se faire enlever. C'est un montant fixe pour une personne qui se qualifie comme proche aidant de 1 494 pour l'année fiscale 2025, à condition qu'on cohabite avec la personne qu'on aide. Si je cohabite avec la personne, à ce moment-là, ce montant-là de 1 494, il est acquis, il n'est pas réductible. C'est sûr que je vais avoir au moins ce montant-là. Et pourrait se rajouter à ça un autre montant identique de 1 494 donc je pourrais avoir 2 fois presque 1 500 de crédit, à la condition que les revenus imposables de la personne que j'aide, la ligne 275 de sa déclaration d'impôt, soit inférieur à 35 858 en 2025. Si les revenus de la personne aidée sont inférieurs à ça, ça veut dire que le proche aidant a droit à 2 fois le montant de 1 494 Si je n'habite pas avec la personne aidée, à ce moment-là, je n'ai que la possibilité d'avoir l'aide qui est réductible. Donc, je n'ai pas droit au 1 494 universel qui ne baisse pas. J'ai droit juste au 1 494 qui pourrait baisser si le revenu de ma personne aidée est supérieur à 35 858 pour l'année 2025. Donc, ça, on est toujours dans le volet 1. Se rajoute à ça, toujours si j'habite avec la personne, je cohabite avec la personne aidée, on pourrait aussi aller bonifier le crédit d'un montant qui équivaut à 30 des frais payés pour des services spécialisés de relève. On va voir qu'est-ce qu'il y en est juste un petit peu plus loin dans les pages suivantes pour le détail de ça, mais ça veut dire que je pourrais rajouter à mes 2 fois 1400. Est-ce que c'est moi ou c'est Caroline Sagelé? Je pense que c'est Caroline. Oui, je crois. Ah, elle est gelé. revenue. Oui, Oui, elle est tu as là. gelé. Donc, si tu pouvais reprendre à les frais pour le répit, qui appellent les frais pour les services spécialisés de relève, c'est à partir de ce moment-là où il manque un petit bout d'explication, Caroline. Je suis vraiment désolée parce que je ne le vois pas, moi, puis je ne vous ai pas perdu. J'espère que ça ne réarrivera pas. Donc, ce crédit-là, c'est un 30 des frais payés pour des services de relève. Ça pourrait donc rajouter des fois 2 fois 1 494 pour le proche pour aller chercher jusqu'à 1 560 de plus. Donc, en tout et partout, mon volet 1 du crédit, si je cohabite avec la personne aidée, je pourrais aller chercher pas loin de 4 500 selon les circonstances. Si je ne cohabite pas avec la personne aidée, le maximum que je vais aller chercher, c'est 1 494 mais ça dépend des revenus de la personne aidée, à savoir si j'ai 0 ou
1494 ou quelque chose entre les deux. Ça, c'est le volet 1. Le volet 2, c'est une aide fiscale de base universelle, donc ça ne réduit pas en fonction du revenu. Et ce serait applicable pour un particulier qui aide un proche âgé de 70 ans et plus, mais qui n'est pas qui n'a pas de déficience grave et prolongée, et il faut qu'il y ait cohabitation aussi. Donc, c'est une espèce de petit volet qui sort un peu de nulle part parce qu'on est loin de ce qu'on est habitué de voir au niveau de la proche aidance. Donc, il n'y a pas de qualification de la personne comme une personne handicapée, la personne aidée. Il faut qu'il y ait cohabitation. Et surtout, il ne faut pas que ça soit quelqu'un qui est notre proche parent. Donc, ça ne s'applique pas si c'est mon conjoint, mon enfant, mon petit-enfant, mon neveu, ma nièce, mon frère, ma sœur, ou ces personnes-là par rapport à mon conjoint. Donc, ça va peut-être fonctionner si j'héberge une grande tante, par exemple. Ça va peut-être fonctionner si j'héberge un cousin éloigné et que cette personne-là a 70 ans ou plus et qu'elle n'a pas de déficience grave ou prolongée. Donc, ça, c'est le volet 2. Fait que ça s'applique vraiment à un nombre assez restreint de personnes pour des circonstances vraiment particulières. Heureusement, si c'était le cas, c'est un montant qui n'est pas réductible sur la base des revenus de la personne aidée. Alors, on a fait malgré que c'est plein de détails, quand même un survol là, de la différence entre le volet 1 et le volet 2. Mais dans le volet 1, maintenant, si on y revient, il y a des critères qui sont à respecter d'un côté pour la personne qui est proche aidante, ainsi que des critères pour la personne aidée. Absolument. Puis, en fait, ces critères-là ne sont pas trop complexes rendus là. Les critères pour la personne, excuse-moi, là, j'ai de la misère avec mon écran, je ne vois pas super bien. Donc, les critères à rencontrer pour le proche aidant, c'est de résider au Québec. Il ne faut jamais avoir reçu une rémunération pour l'aide qu'on donne. Puis, la personne aidée, elle n'a pas besoin d'avoir un lien familial avec moi pour le volet 1. Les critères à rencontrer pour la personne aidée, parce que c'est un plus l'autre. Donc, même si je rencontre ces critères-là, la personne aidante, si la personne aidée ne rencontre pas les autres critères, je n'ai pas droit au crédit. Donc, la personne aidée doit avoir 18 ans ou plus. Et ça, c'est important parce qu'au fédéral, on considère les enfants de moins de 18 ans. Au Québec, jamais. Donc, le crédit pour proche aidance, il est vraiment juste pour les enfants, en fait, les proches de 18 ans et plus. Il faut que cette personne-là réside au Québec également. Il ne faut pas que la personne aidée réside dans une résidence privée pour aînés ou encore dans un logement situé dans une habitation, une installation du réseau public. On pense alors aux ressources intermédiaires, au CHSLD. Donc, si ma personne aidée est dans une installation du réseau public, le crédit ne fonctionne plus, même s'il y a effectivement quand même des gestes de proche aidance là, qui sont posés. Et il faut que ma personne aidée soit admissible au montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques, qui est le montant Québec du crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, on va voir tantôt que ce montant-là, c'est super crucial que ma personne aidée en profite. C'est donc un peu relié. Tu sais, si cette personne-là n'est pas encore admissible au montant, ben je n'aurai pas droit à mon crédit pour proche aidance par ailleurs. Puis, on le disait tantôt, pour résumer pour le volet 1, c'est la cohabitation qui va déterminer quel montant j'ai droit. Fait que si je cohabite avec la personne, j'ai droit à l'aide de base et à une aide réductible. Donc, ça pourrait doubler le montant. Si je ne cohabite pas avec la personne aidée, à ce moment-là, c'est seulement l'aide réductible en fonction du revenu de la personne aidée. Tu l'as mentionné aussi tantôt, dans le volet 1, il y a des frais payés pour des services spécialisés de relève, donc les soins les services de répit. Et là, voici les critères là, plus en détail. Oui, tout à fait. Ben là, dans ce cas-ci, évidemment, là, on comprend que comme on cohabite avec la personne, ben c'est une job à temps plein, 24 heures sur 24, souvent l'aide qu'on va fournir. Donc, on nous dit qu'on peut aller chercher un montant supplémentaire pour les frais qu'on va dépenser pour des services spécialisés de relève. Et là,
si on va plus loin sur le site Internet de Revenu Québec, on va voir que la personne qui va fournir les services de relève doit détenir un diplôme particulier, que ce soit un DEP en assistance familiale, diplôme d'études professionnelles, ou encore en assistance aux bénéficiaires en établissement de santé, en soins infirmiers, etc. Donc, on voit que c'est infirmières, préposées et ainsi de suite. Ça touche un peu ces personnes-là, mais il faut que la personne qui vient prendre la relève ait cette qualification-là. Et là, j'aurai droit, dans le fond, de dépenser par année un 5 200 maximum pour lequel j'aurai 30 donc l'équivalent d'un 1 560 La beauté de la chose, c'est comme c'est admissible au versement anticipé. Si je prévois aller chercher de la relève une fois par semaine pour un nombre d'heures XYZ, ben, j'ai une partie du crédit qui va rentrer à tous les mois qui va m'aider financièrement à payer cette relève-là. Puis en fin d'année, on va tout faire le décompte de tout ça dans la déclaration de revenus. Donc, c'est quand même une très bonne, une aide qui est très concrète si on y a droit et que ça vaut la peine d'aller chercher. Parfait. Puis si on boucle avec le volet 2. Oui, alors ici, on l'a vu, là, c'est pas très universel. Fait que les critères à rencontrer pour le proche aidant, résider au Québec, aucune rémunération pour l'aide, puis cohabiter avec la personne aidée. Du côté de la personne aidée, on va dire 70 ans ou plus, résider au Québec, pas dans une résidence privée pour aînés ou dans un logement situé dans une installation du réseau public. Elle ne doit pas être atteinte d'une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques. Donc, elle ne doit pas être admissible au crédit ou au crédit d'impôt pour personnes handicapées version Québec. Et le lien de parenté, on l'a dit, ça ne peut pas être des proches. Donc, il faut que ça. Des très, très proches. C'est des un petit peu plus loin proches qui se qualifient. Donc, ça ne peut pas être votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère, oncle, tante ou grand-oncle, grand-tante, et ainsi de suite. Alors, au niveau provincial, ce sont les conditions et critères à respecter. Maintenant, quand on bascule du côté fédéral, le nom du crédit, c'est le crédit canadien pour aidant naturel. Et déjà là, on voit une différence entre le provincial et le fédéral. C'est-à-dire qu'au provincial, c'était un crédit d'impôt remboursable versus ici au fédéral, il est non remboursable. Exactement. Donc, on se rappelle que non remboursable, ça veut dire que si je n'ai pas d'impôt à payer ou que je n'ai pas suffisamment d'impôt à payer pour utiliser le crédit, ce crédit-là n'a pas de valeur monétaire, donc je n'aurai pas de remboursement d'impôt grâce à ça. Ici, comme on le disait, contrairement au Québec, on va aller chercher les enfants aussi de moins de 18 ans. Donc, le particulier qui est admissible comme proche aidant, il subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait, d'une personne à charge de 18 ans ou plus, d'une personne à charge d'âgé de moins de 18 ans et ces personnes-là doivent être atteintes d'une déficience physique ou mentale, c'est-à-dire être admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées, de façon à ce que le proche aidant puisse demander les crédits. Ce qui est particulier avec le crédit canadien, c'est que ce crédit-là, dans le fond, apparaît à 2 endroits sur la déclaration d'impôt. Donc, si c'est de mon conjoint dont je prends soin, j'aurai une bonification du crédit d'impôt pour conjoint et un montant pour le crédit canadien pour aidant naturel, alors que si c'est une autre personne qui n'est pas un équivalent de conjoint aux fins du fédéral, là, j'aurai seulement un montant dans ma ligne crédit d'impôt pour aidant naturel. Ce qui veut donc dire que des fois, j'ai l'impression que le montant n'est pas élevé parce que dans la ligne crédit d'impôt pour aidant naturel, il n'est pas élevé, mais dans les faits, on a bonifié mon crédit pour conjoint quand il s'applique. Le montant qu'on peut demander dépend de la relation avec la personne, de notre situation, du revenu net de la personne aidée et du fait que d'autres crédits ont été demandés ou non pour cette personne-là. Dans tous les cas, le montant du crédit canadien pour aidant naturel, il est réduit pour chaque dollar de revenu net de la personne à charge qui excède 20 197. Donc, si on a droit au montant, puis n'oubliez pas les montants, là, ça ne veut rien dire, c'est une valeur nominale. Fait que si on a droit à un montant de 8 601 mais que ma personne aidée gagne 30 000 de revenus, ben, dans les faits, je vais avoir un crédit de 0 parce qu'on réduit le montant de chaque dollar qui excède 20 000
de revenus de la personne aidée. Fait que, encore là, ce n'est que très peu de gens qui peuvent profiter de ce crédit-là. Ce qui veut donc dire que des fois, ça ne vaut pas la peine de se casser la tête à essayer d'aller le chercher si notre personne aidée a un revenu supérieur à 30 000 ou encore si dans notre cas, on ne peut ou pas d'impôt à payer. Exactement. Donc, on va vers le troisième sujet, qui est le crédit d'impôt pour personnes handicapées. On débute avec le provincial. Le provincial, on en a glissé un mot tantôt. Son nom, c'est montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques. Alors, ici, c'est un petit peu moins ardu là, au niveau des notions. Oui, tout à fait. Puis en fait, ce montant-là, on comprend que c'est pour la personne aidée. Hein? C'est la personne aidée qui peut aller chercher ce montant-là dans sa déclaration d'impôt du Québec. Et essentiellement, c'est un formulaire qui doit être complété à la fois par la personne ou son proche aidant et par un médecin ou un autre professionnel de la santé. On va voir un peu plus loin les mêmes professionnels qui se qualifient pour le crédit du Québec, pour le crédit du fédéral. Et essentiellement, par contre, ce qui est important à savoir, c'est que même si c'est un crédit qui est non remboursable et non transférable, donc au Québec, il n'y a que la personne aidée qui peut en profiter dans sa déclaration d'impôt. Ce qui est important de préciser, c'est que ça peut donner ouverture au crédit d'impôt pour aidant naturel. Donc, même si ma personne aidée n'a pas de revenus puis pas d'impôt à payer et que donc le crédit ou le fait de le demander ne servirait pas à grand-chose, ça peut aider à qualifier, ou en fait, ça va permettre de qualifier le crédit de proche aidant. Donc, il faut aller le chercher d'abord pour être capable de se qualifier pour le crédit de proche aidant. Excellent. Et maintenant, on a commencé au début avec un exemple là-dessus sur le crédit d'impôt pour personnes handicapées, le CIPH. Donc, ici, ben, c'est rien de nouveau versus le début, mais quand même, il y a l'explication qui est là à nouveau. Ben, en fait, la seule chose que j'ajouterais, parce qu'on l'a vu, là, c'était un montant de 10 138 qui équivaut en dollars sonnants à un crédit de 1227,46, mais se rajoute à ça un supplément, parce qu'on l'a dit, le fédéral considère les enfants de moins de 18 ans pour les fins de l'application de ces crédits-là. Donc, il y aurait un supplément pour enfants de moins de 18 ans correspondant, dans le fond, à un autre montant de 5 914, mais qui, en valeur monétaire, c'est 716 et 4 pour 2025. Exactement. Et là, le nom du crédit peut des fois porter à dire, ben non, je n'ai pas droit à ça, je ne suis pas une personne handicapée, mais il faut juste revoir au niveau des définitions. Il y a eu un élargissement des critères pour avoir droit au CIPH là, en 2022, Caroline. Exactement. Puis en fait, c'est surprenant de voir à quel point certaines personnes se qualifiaient à ce crédit-là alors qu'on n'aurait pas l'impression que c'est le cas, d'où l'importance de s'attarder à ces critères-là. Donc, le crédit d'impôt pour personnes handicapées, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un professionnel de la santé qui doit certifier que vous avez une déficience grave et prolongée dans l'une des catégories suivantes. Donc, que ce soit marcher, les fonctions mentales, s'habiller, se nourrir, évacuer, fonction intestinale ou vésicale, entendre, parler, voir. Puis, on a rajouté en 2022 les soins thérapeutiques essentiels, essentiellement pour les gens qui ont un diabète de type 1 ou encore la dialyse, donc une maladie des reins qui fait qu'ils doivent être sur dialyse. C'est le genre de soins qui se qualifie maintenant. Donc, une seule de ces catégories-là, un médecin certifié que j'ai une déficience grave et prolongée dans ces catégories-là, je me qualifie au crédit. Donc, je suis partiellement aveugle à 80 par exemple, je vais me qualifier pour ce crédit-là. Ça prend quand même un pourcentage élevé d'incapacité par rapport à chacun des domaines pour se qualifier sur un seul. Par contre, on peut aussi avoir des limitations considérables dans 2 catégories ou plus. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est que je pourrais avoir quelqu'un qui commence à avoir des troubles au niveau de la vision, au niveau du langage, au niveau de l'audition, mais c'est pas grave et prolongé pour chacun. C'est, mettons, 50 pour chacun de ces volets-là.
ben, en ayant 2 catégories ou plus de limitations considérables, bang, je me qualifie à nouveau pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Quand on dit que les critères ont été élargis en 2022, un jeune qui a un TDAH avec des troubles de comportement importants pourrait se qualifier au niveau des fonctions mentales, donc un déficit grave et prolongé dans cette catégorie-là, ça pourrait fonctionner. Fait que c'est vraiment beaucoup plus vaste et large que ce qu'on pense qui peut se qualifier à ce crédit-là. Ça vaut donc la peine de valider avec le médecin traitant de la personne aidée pour essayer d'aller chercher une partie du crédit. La beauté de la chose, c'est qu'on va demander à ce professionnel-là de se prononcer aussi sur depuis quand la déficience grave et prolongée existe. Et si on arrive à la conclusion qu'elle existe depuis depuis un certain nombre d'années, l'année que le médecin ou le professionnel de la santé va indiquer sur le formulaire, automatiquement, les autorités fiscales, quand ils reçoivent le formulaire, si une personne aurait pu bénéficier du crédit pendant les 5 dernières années, par exemple, et ne l'a jamais réclamé, ils vont faire la démarche de recotiser les déclarations d'impôt de la personne aidée pour les 5 dernières années en fonction de cette information-là. Donc, on envoie une fois le formulaire, on n'a pas besoin d'envoyer des déclarations amendées pour les années précédentes, ça se fait automatiquement pour les 10 ans qui précèdent la date où on remplit le formulaire. Fait que ça peut valoir la peine pour certaines personnes d'aller le chercher si on n'était jamais allé auparavant. L'autre chose, c'est qu'on a élargi toujours en 2022 les professionnels de la santé qui peuvent attester des différentes déficiences parce que des fois, on a un accès au médecin de famille qui est plus ou moins facile. Donc, il y a les médecins, mais il y a aussi les infirmières et infirmiers praticiens qui peuvent attester de toutes les déficiences. On peut, si c'est pour la vision, aller voir un optométriste, si c'est pour l'audition, un audiologiste, pour marcher, se nourrir, s'habiller, des fonctions vésicales aussi, un ergothérapeute, un physiothérapeute pour marcher, un psychologue pour les fonctions mentales, puis un orthophoniste pour parler. Donc, vous voyez que c'est quand même super large ce qu'on peut aller chercher aussi au niveau des professionnels. Essentiellement, les formulaires, vous les avez ici. Formulaire fédéral, le T2201, qu'on peut aller chercher sur le site Internet de Revenu Canada, et au provincial, le formulaire TP752.0.14. Si vous allez voir, si vous allez télécharger les formulaires, c'est des formulaires très, très volumineux. Il y a comme une dizaine, quinzaine de pages chacun des formulaires. Ça ne veut pas dire que le médecin va remplir 15 pages de formulaire s'il y a une atteinte grave et prolongée à un des volets, il va remplir juste la section sur ce volet-là, l'identification de la personne, puis sa signature, son attestation après, mais il n'y a pas besoin de remplir chacune des cases de chacun des éléments, mais ça nous donne quand même une bonne idée. Puis quand on veut, en fait, bénéficier du crédit en ayant des atteintes considérables à plus qu'un, ben c'est là que le formulaire sert aussi. C'est donc presque essentiel, si on veut, de commencer la démarche pour les crédits d'impôt par ces crédits-là pour la personne aidée. On va chercher le formulaire, on le fait compléter par un médecin traitant ou par un autre praticien du domaine de la santé. À partir de là, on envoie ça au gouvernement. Le gouvernement, s'il accepte, il va envoyer un certificat de crédit d'impôt pour personnes handicapées au niveau fédéral. Puis à partir de là, on a ouverture à beaucoup d'autres programmes aussi et d'autres crédits supplémentaires. Comme on le voit à la page suivante, dans le fond, lorsqu'on est admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées, on peut aussi avoir accès au régime enregistré d'épargne invalidité, à des suppléments pour personnes handicapées, de l'allocation canadienne pour travailleurs, à des prestations pour enfants handicapés, et au fameux crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, ça aussi, c'est quand même un gros morceau, mais on voulait vous démontrer qu'à la base, quand ça c'est fait, quand les formulaires sont complétés, ça peut apporter plusieurs avantages, dont entre autres d'aller chercher des crédits si ça avait été possible et qu'on y avait droit jusqu'à 10 ans en arrière et que c'est sûr qu'il faut que ce soit accompagné là, d'une signature d'un professionnel de la santé, mais quand même, c'est pas l'ensemble des gens qui savent que depuis 2022, les critères se sont élargis comme ça. Et à la clé, bien, il peut y avoir d'autres avantages là, fiscaux ou financiers qui sont disponibles une fois que cette admissibilité-là est faite.
Au niveau du prochain, c'est encore une fois avec des acronymes, là, mais le crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés, ce qui appelle le CIMAD, et de faire la différenciation parce que ça, le CIMAD, c'est au provincial, mais avant, au niveau fédéral, on a un crédit d'impôt qui s'appelle crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire pour les aînés et les personnes handicapées. Alors, en quoi il consiste celui-là, Caroline? Si je peux me permettre, juste avant qu'on embarque dans ça, un petit commentaire éditorial sur le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Je voulais juste dire aux gens, je sais qu'il y a une barrière psychologique des fois à se faire déclarer ou à se déclarer soi-même comme personne handicapée, mais du point de vue fiscal des choses, on n'est pas dans l'inaptitude, on n'est pas juridiquement dans l'inaptitude, on est vraiment, c'est juste une qualification pour les fins de crédit d'impôt. Donc, il faut passer par-dessus cette gêne-là, puis aller voir si objectivement on se qualifie aux critères. C'est juste de l'aide fiscale supplémentaire. Fait que pourquoi ne pas en profiter? Ça serait un peu bête par orgueil de ne pas profiter de ce à quoi on a droit au niveau fiscal. Fait que je voulais juste mentionner ça. Pour aller donc dans ce fameux crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire. Donc ici, on est ailleurs, on n'est pas dans un crédit d'impôt qui a un montant. On est dans un crédit d'impôt, dans le fond, qui nécessite qu'on ait fait des dépenses et pour lesquelles on aura droit à un crédit d'impôt. Donc, on parle de quoi comme dépenses? Bon, c'est d'abord un crédit non remboursable, fait qu'il faut quand même que j'aie de l'impôt à payer pour que ça vaille la peine. La personne qui peut le demander, essentiellement, ça va être la personne qui est propriétaire du logement. Donc, ce n'est pas nécessairement la personne aidée, ce n'est pas nécessairement le proche aidant. Ça peut être même une autre personne. Ce qui est important, c'est que ce soit pour un particulier de 65 ans ou plus, pour un particulier admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées, ou encore pour un membre de la famille rapproché, dans le fond, qui est propriétaire du logement. On parle du conjoint, du parent, grand-parent, enfant, petit-enfant, frère, sœur, tante, oncle, neveu, nièce, qui va avoir demandé un montant par rapport au particulier admissible et qui est propriétaire du logement. Et essentiellement, on peut aller chercher, dans ce cas-ci, jusqu'à concurrence de dépenses de 20 000 par année, qui sont des dépenses admissibles pour des travaux de rénovation qui vont permettre à la personne de 65 ans et plus ou aux particuliers admissibles au CIPH de mieux accéder au logement, de mieux s'y déplacer, d'y accomplir des activités de la vie quotidienne ou qui vont rendre le logement plus sécuritaire. Donc, ça peut être des barrières dans les marches, ça peut être des rampes d'accès pour la propriété, ça peut être des lève-personnes pour le bain ou encore pour les escaliers. Il y a plein d'exemples possibles et imaginables pour, dans le fond, rendre les choses plus sécuritaires. Ça peut être des lits d'hôpital, ça peut être des sofas, ça peut être des choses qui sont vraiment là, utilisées pour la personne pour lui permettre de mieux accéder, se déplacer, accomplir des activités. Ça pourrait être de descendre un évier de cuisine. Il y a tellement d'exemples possibles. Donc, des rénovations de 20 000 maximum annuellement qui sont admissibles au crédit. Pour un 20 000 de dépenses, on va aller chercher une aide fiscale maximale de 2 505 en 2025. C'est quand même mieux que rien. C'est un petit coup de pouce, c'est à peu près 10 c'est 12 en fait. Comme on l'a vu tantôt, c'est montant du crédit versus valeur monétaire. Mais comme c'est un crédit non remboursable, il faut qu'on ait de l'impôt à payer pour en profiter. Exactement. Et là, tu mentionnes bien que c'est un montant de dépenses admissibles plafonné à 20 000 par année, ce qui veut dire qu'il peut y avoir une certaine planification, dépendamment du moment où on fait faire ce genre de travaux-là, pour peut-être étaler si ça dépasse des dépenses de 20 000 sur 2 années fiscales différentes pour aller chercher le maximum possible, là, soit 2 505 une année, puis un autre 2 505 l'année suivante. Absolument. Fait que c'est d'être stratégique au niveau des factures. Exactement. Maintenant, au niveau du crédit d'impôt pour le maintien à domicile des aînés, le CIMAD.
Oui, ce crédit-là, c'est un des crédits les plus généreux au niveau provincial et ça vaut vraiment la peine de s'y attarder un petit peu parce que ça touche beaucoup, beaucoup de choses, puis on est souvent surpris. C'est un crédit qui, évidemment, pour faire ça simple, fait les choses exactement contraires à tous les autres crédits avant. Fait qu'il faut comprendre que c'est une mécanique et une réflexion qui est complètement différente. Donc, ici, euh, on parle d'un taux de crédit qui augmente. Donc, ce n'est pas les montants qui augmentent, c'est le taux du crédit ou c'est ça, le taux du crédit qui va nous aider. On est rendu à un taux de crédit de 39 pour l'année 2025. C'est un crédit qui, à chaque année, a augmenté depuis sa création. Je ne me souviens pas s'il n'est pas parti de 25 puis aujourd'hui, il est à 39. L'an prochain, il va être à son maximum, qui est 40. Donc, essentiellement, c'est un crédit d'impôt aussi qui dépend du type de logement que j'ai. Et l'idée est maintien à domicile des aînés. Donc, ça n'exige pas que la personne ait ou soit admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Ça s'applique aussi aux adultes super autonomes de 70 ans et plus. Le fait d'avoir accès au crédit d'impôt pour personnes handicapées ou d'être considéré comme non autonome dans un couple va me permettre d'aller chercher des montants encore plus élevés en termes de crédit. C'est ça la nuance, mais sinon, même s'il n'y en a pas de handicap ou de difficulté de ce côté-là, on peut aller chercher le crédit. On va parler à ce moment-là pour les différentes sortes d'habitations de dépenses admissibles distinctes. Si on est propriétaire d'une maison, on va pouvoir réclamer le crédit pour des dépenses de services comme de l'entretien ménager, de l'entretien de terrain, du déneigement, de l'aide à la préparation des repas. Ça va être aussi de l'aide pour le coucher, pour le lever, pour l'habillage, peu importe. Donc, de l'aide à domicile, quelle qu'elle soit. Les dépenses que je vais faire pour ces services-là, je vais pouvoir les additionner dans l'année. Puis, en fin d'année, je vais aller chercher un crédit correspondant à 39 de ces dépenses-là. C'est quand même pas rien, 40 presque 40 des dépenses. Ça commence à valoir la peine. Les montants maximums sont quand même très, très élevés là, en fonction, encore une fois, de la situation dans laquelle je me trouve. Est-ce que les adultes sont autonomes, partiellement autonomes? Il y en a un qui est autonome, l'autre qui ne l'est pas, et ainsi de suite. C'est un seul des deux conjoints qui peut bénéficier du crédit pour le couple. On peut changer d'une année à l'autre et c'est aussi un crédit d'impôt qui est remboursable. Donc, même si je n'ai pas d'impôt à payer, c'est un crédit d'impôt qu'on peut aller chercher même sur une base de versement anticipé. Donc, recevoir un montant mensuellement pour nous aider à payer ces dépenses-là. Ce qui est le fun, dans le fond, c'est que c'est toutes des choses qui, quand on est en perte d'autonomie, peu importe les circonstances, en raison de l'âge ou en raison de ma situation médicale, bien, essentiellement, des fois, je veux rester à domicile, mais il y a des petites choses que je suis plus capable de faire comme avant. Donc, ça commence à être lourd pour garder une maison, d'être capable de faire l'entretien du terrain. Bien, je vais le donner à contrat. Ce qui est important, c'est d'avoir des factures. Donc, c'est essentiel que les gens qui vont rendre ces services-là nous fournissent des factures de façon à ce qu'on puisse bénéficier de ce crédit-là. Donc, propriétaire d'une maison, c'est ça qu'on peut aller chercher. Oui, Sophie, excuse. Non, ben exactement. Puis c'est ça, c'est qu'on en arrivait à dire qu'il y a des distinctions, mais c'est pas parce qu'on n'a pas une maison unifamiliale qu'il n'y a pas d'option et qu'il n'y a pas de possibilité. Donc, c'est soit qu'on est propriétaire d'une maison, mais c'est aussi possible d'aller chercher des sommes si on est en copropriété, donc les condos. Puis, on va voir aussi après que si on est locataire, ben, on n'est pas exclu non plus. Donc, pour les propriétaires de condos, c'est quoi la distinction? La distinction pour les propriétaires de condos, c'est qu'on a encore, évidemment, tous les frais qu'on va payer directement. Fait que si on paye, par exemple, pour de l'aide à la préparation des repas, on va pouvoir les déduire. La beauté de la chose, c'est que des fois, il y a des services admissibles qui sont inclus dans les frais de condo. Donc, on a un logement, on a par exemple un condo de 6 logements, puis on paye le déneigement pour l'ensemble des copropriétaires. Ça fait partie des frais de copropriété. Bien, on va pouvoir aller chercher la portion des frais de copropriété déterminée par le syndicat, notre proportion qui correspond
à ces dépenses-là. Donc, on peut s'adresser au syndicat de copropriété pour aller chercher, dans le fond, notre pourcentage du déneigement, des entretiens des espaces communs, des entretiens des espaces verts et ainsi de suite, en plus des dépenses qu'on paie directement pour lesquelles on a des factures à notre nom. Fait que c'est le fun pour ça. Puis si on en vient à ceux qui sont locataires dans un immeuble à logement, dans la mesure où ce logement-là n'est pas une résidence privée pour aînés ou un établissement de santé, donc on le disait tantôt, CHSLD, ressources intermédiaires ou autres, dans le fond, c'est le crédit pour des services et dépenses admissibles. Fait qu'encore là, si je paye directement des services, mais des fois, c'est aussi une partie de mon loyer. Donc, la partie de mon loyer qui va être admissible, c'est un montant fixe. Ce qu'on dit, c'est que c'est 5 du loyer mensuel jusqu'à concurrence d'un loyer de 1200 $. Ça veut dire donc c'est une aide universelle de 60 $ maximum. Ce qui est intéressant, donc ça, c'est si mon loyer est de 1200 $ et plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un montant minimal de loyer. Donc, même si ça me coûtait juste 300 $ par mois, mon loyer, on va quand même me donner un crédit avec un montant de 600 $ par mois pour les fins de ce crédit-là. Donc, 5 de mon 600 $ qui donne 30 $. Donc, 30 $ par mois, c'est ce que je vais pouvoir aller chercher juste parce que je suis à logement avant même d'avoir dépensé quoi que ce soit, puis avant même d'avoir une preuve ou une facture de quoi que ce soit. Donc, on voit la simplification de ce côté-là qui a quand même été assez étirée. C'est vraiment intéressant comme crédit. Comme je vous dis, ça s'applique dans tellement de cas que ça vaut la peine de bien le connaître puis de l'utiliser quand on y est admissible. Absolument, parce qu'on le répète, c'est un crédit qu'on aime, il est remboursable de par sa nature. Et là, on est toujours au provincial, mais ce qu'on vient de voir, c'est le crédit d'impôt pour le maintien à domicile des aînés. Donc, c'est par rapport à des services, plus spécifiquement. Tandis que le prochain crédit, qui est le crédit d'impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie, on peut penser que ça se ressemble pas mal, mais la différence, c'est que là, c'est pour des frais qui sont engagés pour des biens. Exactement. Des frais pour des biens, puis des biens qui sont achetés, loués ou installés à l'intérieur de la résidence pour aider la personne aînée à maintenir son autonomie. Encore là, c'est un crédit d'impôt remboursable. C'est jusqu'à concurrence de dépenses. Je l'ai dessus. Puis ici, on est au provincial, puis ça n'empêche pas qu'il y en avait aussi du côté fédéral, Caroline. Oui, Fait oui, ben en fait, il y avait le crédit d'impôt pour rénovation domiciliaire du côté fédéral. ouais, Ici, au provincial, on est vraiment, c'est plus large encore que juste la rénovation domiciliaire. C'est des frais engagés dans l'année, puis je peux aller chercher juste, dans le fond, 20 des frais engagés. Je ne vois pas de maximum dans mes notes. Il y en a peut-être un. Ce qui est certain, c'est que malheureusement, le premier 250 $ par année n'est pas admissible. Ce qui veut dire qu'encore là, la stratégie, c'est d'accumuler les factures pour une année mhm. donnée. C'est un crédit que je peux prendre à chaque année aussi. C'est un crédit qui est remboursable. Puis ça va s'appliquer, par exemple, aux frais d'achat, de location, d'installation de biens admissibles. Donc, ça peut être un lit d'hôpital, une marchette, des prothèses auditives, etc. Fait que c'est beaucoup plus large, mais c'est de l'achat de biens plutôt que l'achat de services qui était dans le crédit d'impôt de maintien à domicile précédent. Exactement. Et le dernier, non le moindre, le crédit d'impôt pour frais médicaux. Oui, puis le crédit d'impôt pour frais médicaux, ce qui est particulier, encore une fois, tu sais, on essaye de faire simple, mais ça ne l'est pas. C'est dans le fond toutes sortes de dépenses qui sont admissibles. C'est un crédit qu'on va calculer les dépenses sur une période de 12 mois qui se termine dans l'année. Donc, il y a un paquet de stratégies qui peuvent être utilisées. Par exemple, si je sais que je vais avoir beaucoup de frais médicaux pendant une période X, de les rassembler dans le fond avec une fin d'année puis un début d'année suivant ou le contraire, mais une période de 12 mois qui se termine dans l'année, je ne suis pas obligée d'avoir fait les dépenses du 1er janvier au 31 décembre. Ça pourrait être mes dépenses, dans le fond, du 30 novembre de l'an passé jusqu'au 30 novembre de 2025, si ça me permet d'aller chercher plus de dépenses comme ça. On va aussi additionner les dépenses des déclarations familiales des contribuables, ce qui veut dire que ça peut être les dépenses de monsieur, madame, conjoint et des enfants qui sont à charge et d'une personne handicapée qui habite à la maison. Donc, on peut aller chercher 5, 6 personnes qui habitent dans une même propriété où
les enfants, quand ils sont aux études, on peut les prendre quand même sur la déclaration. On va chercher les crédits de toutes ces personnes-là, puis toutes les dépenses, pardon, de frais médicaux de ces personnes-là, on les met toutes ensemble pour les passer dans la déclaration d'impôt. Ce sont des crédits non remboursables, mais ce qui est vraiment particulier, c'est que la notion de frais médicaux est tellement large que quand on va voir la liste, on y retrouve des choses qu'on n'imaginerait pas nécessairement être des frais médicaux. Fait que ça vaut la peine, quand on a des dépenses particulières, d'aller voir cette liste-là qui est disponible sur Internet. Juste pour vous donner un exemple, je suis allée chercher juste la première page des informations, donc ceux qui commencent par A. Puis là-dedans, ce que je trouvais particulier, c'est qu'on met, bon, oui, les aides à la marche, des cannes, des marchettes, des aiguilles, des seringues, des aliments biologiques, une ambulance, donc des frais de transport en ambulance, un animal d'assistance, des appareils auditifs, un appareil de chauffage central. C'est un frais médical admissible sans que j'aie besoin d'une ordonnance. Un appareil d'électrothérapie, un appareil de prise de notes en braille, un appareil élévateur ou un équipement de transport. Donc, vous voyez, c'est très, 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 très large. La liste est exhaustive. Ça vaut la peine d'aller voir quand on a fait des dépenses importantes dans une année en raison d'une situation qui se produit, d'aller chercher cette liste-là puis de voir si on n'aurait pas un crédit d'impôt pour frais médicaux admissibles dans cette année-là. Ça vaut la peine d'aller voir. Caroline, pour conclure sur celui-là, c'est aussi, bon, tu l'as mentionné, c'est que ça peut tout être plusieurs personnes, plusieurs membres de la famille desquels on rassemble. Et étant donné que c'est un crédit qui est non remboursable, une bonne pratique, ce serait effectivement de toutes les rassembler et de les utiliser sur la déclaration de revenus de la personne qui a le plus ou qui a d'impôts à payer. Fait que comme ça va permettre d'aller le chercher. Oui. On a beaucoup de questions. On va y aller avec certaines. On va y aller du début, Caroline, si tu permets. Fait que ça va te permettre de voir que les questions, dans l'ordre, quand elles sont posées, on repart du début de la conférence, finalement. Alors, la Oui, première. je veux juste dire tout de suite, si les gens ont des questions tout de suite, ça va être peut-être mieux de mettre ça dans le chat, dans le clavardage. Comme ça, nous allons commencer vraiment avec Monsieur Bouchard, son question. Est-ce que le proche aidant peut réclamer les frais payés pour des services de répit, même si c'est la personne aidée qui les a payés? Quelle bonne question. Juste une seconde. Laissez-moi juste me. J'ai le goût de vous dire fort probablement que oui, parce que la personne aidée, elle pourrait s'en servir uniquement dans les frais médicaux. Mon, ré- Mon réflexe, c'est de dire oui. D'accord, merci. On va juste continuer. Est-ce que l'assurance emploi pour proche aidante compte comme de la rémunération? Non, c'est pas une rémunération qui est versée par la personne aidée. Fait que non. D'accord. De Ou par Madame, un CLSC ou autre, là. Fait que quand on parle d'assurance emploi, je vais tout de suite peut-être faire un aparté sur ce qu'on a vu dans les journaux à la fin de l'année, à savoir qu'éventuellement, il va y avoir une aide financière pour les proches aidants. Ils vont pouvoir bénéficier de ce qu'on appelait avant les chèques. Oh mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire. chèque emploi service. Oui, merci. Les fameux Merci. chèques emploi-service pour de l'aide. Donc, essentiellement, ces mesures-là, à ma connaissance, ne sont pas encore en vigueur, mais ça s'en vient. C'est le gouvernement provincial qui a annoncé ça. Il pourra avoir une rémunération horaire admissible pour les proches aidants. C'est une qualification pour les chèques emploi-service qui se faisait par le biais du CLSC avant. Ça risque d'être la même chose. Et essentiellement, ça va constituer une rémunération. Ça pourrait m'enlever le droit au crédit, mais entre les deux, on va choisir la rémunération parce que clairement, ça va valoir plus en termes monétaires que ce que peut nous donner les simples crédits d'impôt. Merci beaucoup. Question de Madame Patricia Lessure. Est-ce que les crédits d'impôt pour personnes aidées dépendent du salaire de la personne? Donc, je crois. La plupart des crédits d'impôt qui s'appliquent à la personne aidée ne sont pas réduits en fonction de son revenu, contrairement au crédit pour proche aidant qui, lui, va être réduit en fonction du revenu de la personne aidée. Le revenu de la personne aidante n'a pas d'importance, mais le revenu de la personne aidée, oui.
D'accord, merci. Question de Madame Annick Morin. Les professionnels ont-ils le droit de refuser de remplir le formulaire CIPH, exemple en remplacement de famille de médecin de famille? Euh, Moi, je crois pas, mais Est-ce qu'ils ont le droit de refuser? En fait, c'est s'ils ne croient pas que la personne est admissible, ils peuvent dire, ben, j'ai pas envie de le compléter pour rien. oui, Mais et ils pourraient peut-être, dans certains cas, charger un frais minimal là, pour le temps que le médecin va avoir mis sur ça, parce qu'il n'est pas nécessairement rémunéré de la même façon. Mais outre ça, je, ça me surprendrait qu'un médecin refuse de compléter le formulaire si il est d'avis que la personne peut avoir droit au crédit parce ils sont habitués, puis je vois pas pourquoi tu sais, dans le fond, mon questionnement est plus que je vois pas pourquoi ils refuseraient. Si c'est le cas, ça vaut peut-être la peine de changer de médecin. Il n'est pas super fin, tu sais. Ben, Caroline exactement. aussi, tu sais, dans le tableau là, que tu nous as montré un petit peu plus tôt, dans les professionnels de la santé, où il y a le médecin de famille pour toutes les catégories, mais il y a aussi infirmier, infirmière, praticien qui est applicable pour toutes les catégories. Donc, il y a ces deux options-là. Oui, puis ça se peut aussi que si le médecin pratique dans une GMF, que dans un groupe de médecine familiale, qu'il y ait un ou des professionnels qui sont attitrés à faire ça pour l'ensemble du groupe. Fait que ça se peut que ça ne soit pas le médecin traitant de votre personne, mais ce qui est important, c'est que ça soit un médecin qui l'atteste ou, Merci beaucoup. ou l'un des autres professionnels disponibles. C'est ça, comme l'ergothérapeute pour le marche, la nourriture, etc. Exact. Euh, Question de Madame Nathalie Daou. Le date de diagnostic est-elle important? Mon mari a reçu son diagnostic en octobre. Est-ce que j'ai droit au crédit d'impôt? Si c'est dans l'année, c'est dans l'année 2025, oui. Merci. C'est pas un prorata par mois pour le crédit. D'accord. Aux questions de Monsieur Bouchard, est-ce que les factures de l'entrepreneur qui a fait les rénovations pour accessibilité doivent être super détaillées? Exemple, indiquer clairement le coût total d'une douche sans seuil adapté. Je, dans un monde idéal, elles vont être descriptives parce que ça peut être demandé, mais dans les faits, je n'ai pas besoin de les envoyer mes factures au gouvernement pour prendre le crédit. Donc, c'est plus quelque chose que je vais garder dans mes registres, puis que si jamais on me le demande, je pourrais aller le chercher. Fait que j'aurais tendance à dire que si la facture pour l'instant n'est pas très détaillée, du moment que je sais que je peux rappeler l'entrepreneur puis demander du détail, si jamais je suis questionnée par les autorités fiscales, j'en resterai là. Je n'irai pas chercher plus de détails si ce n'est pas nécessaire. Merci beaucoup. Madame McIntosh, elle avait dit le diagnostic de mon parent a été donné en janvier après plusieurs tests, bien que ses symptômes sont apparus il y a presque un an. Pour le déneigement, nous avons un contrat fait à la main avec un individu, pas un entrepreneur. Est-ce que ce contrat manuscrit est suffisant, signé, daté comme pièce justificative pour service? Oui, D'accord, oui, on n'a merci. pas besoin d'avoir quelque chose de très, très professionnel, là. Du moment que j'ai un écrit, si ça constitue une facture, moi, ça me conviendrait. Merci beaucoup. Norman McIsaac, on peut demander ce crédit médecin à domicile et d'autres crédits pour les mêmes dépenses? Ça arrive que oui, on peut aller chercher la même dépense dans différents crédits. C'est de moins en moins vrai, par contre, de plus en plus, les autorités fiscales resserrent les règles à ce niveau-là. Donc, je vous invite quand même à vérifier à chaque fois que vous pourriez aller chercher deux fois le même crédit, que ça n'a pas été fermé comme porte. Parce que c'est pas si évident que ça. Mais oui, des fois, il y a des dépenses qui sont admissibles à la fois pour le crédit, puis ensuite pour frais médicaux, Merci beaucoup. entre autres. Euh, de Madame Jacques, frais médicaux peut réclamer seulement si on paye de l'impôt.
Ben, en fait, c'est pas qu'on peut pas les réclamer, mais c'est que ça n'aura pas de valeur monétaire. J'aurai pas de remboursement. Puis je veux peut-être préciser une chose que j'ai pas précisée tantôt, puis c'est bien mêlant pour les gens, puis je le comprends. Avoir de l'impôt à payer ne veut pas nécessairement dire faire un chèque le 30 avril. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes salarié et que vous avez un emploi et que vous recevez des revenus, mais que votre employeur fait des retenues à la source sur votre paye, quand vous faites votre déclaration d'impôt, parfois, vous allez avoir de l'impôt à payer parce que votre employeur a fait des retenues à la source. Donc, dans le fond, vous l'avez payé au fur et à mesure, paye par paye, votre impôt. Fait que quand vous arrivez à la fin de l'année, vous avez de l'impôt à payer, puis on va appliquer contre cet impôt-là les retenues à la source qui ont été faites, et c'est ça qui va déterminer si vous avez un remboursement ou si vous n'en avez pas. Fait que quelqu'un qui aurait eu des retenues à la source toute l'année, puis qui peut profiter d'un crédit d'impôt, ce que ça va faire, c'est que dans les faits, il va obtenir un remboursement parce qu'on va prendre son impôt à payer basé sur son revenu. On va venir appliquer le montant du crédit supplémentaire. Donc, oui, il y avait de l'impôt à payer, on applique le crédit. Et après ça, on va venir enlever ce qui a été retenu à la source et c'est ça qu'on va se faire rembourser, les revenus, les retenues à la source, dans le fond, qui ont été faites euh, comme de l'impôt payé d'avance, dans le fond, puis que je n'aurais pas à payer. Fait que c'est cet aspect-là qui fait que des fois, c'est mêlant parce que même si je vous dis que c'est un crédit non remboursable, ça se peut que j'ai quand même un remboursement d'impôt à la fin de l'année, mais ce n'est pas parce que le crédit est remboursable, c'est parce que j'avais payé de l'impôt d'avance puis qu'on me rembourse ça parce qu'on m'a accordé le crédit. Ça marche? Fait que c'est peut-être pas simple mais ce qui est important de retenir, c'est que le crédit remboursable, même si je ne faisais pas d'argent dans l'année, là, si j'avais une déclaration d'impôt à zéro, j'irais quand même chercher le montant. C'est ça la nuance. Merci beaucoup, madame. Monsieur Langlois, je suis décurieuse. Est-ce qu'il existe quelqu'un de spécialisé dans ce domaine pour m'aider? J'ai dû acheter un véhicule adapté. Ben, c'est certain que le véhicule, ça va passer comme dépense de frais médicaux sans l'ombre d'un doute. Euh, Est-ce qu'il existe des spécialistes? Je vous dirais, surveiller comme il faut, je ne sais pas dans quelle région vous êtes nécessairement, mais surveiller comme il faut les cliniques de déclaration d'impôt des jeunes, des étudiants, par exemple, en fiscalité. Université de Sherbrooke à Longueuil, Université de Sherbrooke à Sherbrooke, Université du Québec à Trois-Rivières, Université du Québec à Rimouski. Il y a plein d'étudiants en fiscalité qui se fendent en 24 pour essayer de faire des déclarations d'impôt gratuites pour les gens qui ont besoin de situations particulières. Ça pourrait être une bonne occasion pour vous d'aller chercher de l'aide qui est gratuite, évidemment, qui aide l'étudiant à apprendre et qui va vous permettre de bénéficier du plus de ressources possibles. Et aussi, Revenu Québec a des bénévoles qui aident les gens avec leur de Ça Madame. serait ma suggestion, mais surveillez pour ça parce que ça s'en vient. Sûrement que les étudiants de l'Université de Sherbrooke là, sont à veille de l'annoncer, là, leur clinique de fiscalité. Fait que des fois, ça vaut la peine là, d'aller chercher de ce côté-là. Puis comme vous avez des situations particulières, c'est intéressant pour les étudiants aussi de ne pas être obligé de tout le temps faire la même chose, là. Merci. Question de Madame Fournier. Si la personne aidée est décédée cette année en juillet, est-ce que je peux être admissible à certains crédits d'impôt? Est-ce qu'un prorata à ce moment-là? Ben, le prorata, ça va être pour les crédits pour la personne aidée, parce que dans sa déclaration d'impôt pour la dernière année, pour l'année de son décès, on va prorater certains des crédits de ce côté-là. Mais pour le proche aidant, il n'y a pas de prorata, même si la personne est décédée dans l'année. Vous avez été proche aidant dans cette année-là, puis la personne était admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées, vous avez droit au crédit pour l'année. Merci. Et si des factures sont à mon nom, exemple, l'achat d'une machette, car la personne aidée n'était pas en mesure de l'acheter elle-même, est-ce que ça fonctionne à mettre dans les dépenses de la personne aidée? Oui, habituel. Ben, mon premier réflexe, c'est de dire oui, absolument, mais vérifiez quand même si c'est pas préférable de le mettre dans votre déclaration si le crédit peut s'appliquer à vous. Merci.
Annick Morin a dit CAB a des services d'aide gratuite aux impôts via bénévole. Merci beaucoup. Nous avons 2 mains levées, donc on commence avec Monsieur Robin Lévy. Oui, bonjour. Moi, l'an passé, j'ai fait la demande pour le CIPH. Ça a fonctionné avec mon neurologue. Euh, je voulais savoir si les papiers sont déjà là pour cette année. Est-ce qu'il faut que je renvoie, mettons, le T 2201 à jour ou s'il est bon pour quelques années? En fait, il est bon pour toutes les prochaines années. À partir du moment où vous qualifiez, à moins que le médecin ait spécifié dans le papier que ça pouvait être une situation temporaire, mais c'est généralement pas le cas. Donc, à ce moment-là, c'est bon pour toutes les années. Vous l'avez fait une fois, c'est au registre du gouvernement, vous n'aurez pas besoin de le renvoyer. Parfait. Juste une dernière question. Pour ma conjointe proche aidante, suite aux papiers qui sont déjà rendus, c'est quoi les documents à fournir dans la déclaration pour avoir droit au crédit? En fait, il n'y a probablement pas d'autres documents supplémentaires, sauf qu'il faut aller compléter l'annexe, si on veut, qui donne droit au crédit, où on va avoir des questions supplémentaires à compléter, mais il n'y a pas de documents additionnels à fournir là, pour elle. Surtout si c'est votre conjointe, parce que dans le fond, vos déclarations d'impôts sont reliées. À ce moment-là, vous marquez que c'est votre conjointe sur votre déclaration à vous, puis elle vous considère comme conjoint sur sa déclaration à elle. Fait que le mailage va se faire, puis les autorités fiscales vont voir que vous êtes admissible au CIPH, donc qu'elle a droit à ce crédit-là. Parfait, merci. Plaisir. Merci beaucoup. Marie-Christine, c'est à votre tour. Oui, bonjour. Donc, comme proche aidante de mon conjoint, moi, je fais des travaux, là, des tâches pour l'aider. Comment est-ce que je démontre que c'est un travail qui pourrait être fait par quelqu'un qui est diplômé, par exemple, l'aide avec son BIPAP, l'aide à l'habillement, tout ça? Comment est-ce que je le démontre, ça, ou le comptabilise? Ben, en fait, pour les fins de ces crédits-là qui existent actuellement, vous n'avez pas besoin de comptabiliser parce que le crédit s'applique si vous avez fourni de l'aide. Ce n'est pas mentionné pendant combien de temps, puis un minimum de temps. OK. Puis, c'est pas non plus un crédit qui s'applique en fonction du nombre d'heures consacrées à. Donc, c'est vraiment, je suis admissible ou je ne suis pas admissible, essentiellement. À partir de là, par contre, la nouvelle mesure qui s'en vient, ça, ce sera plus quelque chose qui est calculé comme des heures parce que ce sera une rémunération avec l'équivalent des chèques emploi-service. Et ça, c'est le CLSC qui va faire l'analyse. OK. Donc, c'est avec la personne pivot du CLSC avec qui je dois coordonner pour. Et j'ai oublié peut-être, mais à partir de quand ça va s'appliquer, ces nouvelles Je mesures? ne l'ai pas vu nulle part la date de mise en application. Ma compréhension, c'est que c'est imminent parce que tout est déjà, ils savent déjà qu'ils vont prendre le même genre de système que ce qui existait déjà pour les chèques emploi-service, mais ils n'ont pas donné de date de mise en vigueur à ma connaissance. Merci. Merci. Question dans le chat de Mme McIntosh. Je me suis joint à la session quelques minutes après le début, alors je m'excuse si cela avait été couvert, mais est-ce qu'il faut habiter avec la personne pour bénéficier des crédits pour proches aidants? Ben, dans certains cas, oui. Pour avoir les montants maximum, la réponse est oui. Par contre, il y a le volet 1 du crédit d'impôt pour proche aidance au Québec n'exige pas de cohabitation. Par contre, le montant admissible qu'on pourrait recevoir, il va être réduit en fonction du revenu de la personne aidée.
Mais vous pourrez aller réécouter le détail parce que la conférence est enregistrée et elle sera disponible jusqu'au 30 avril. Vous allez donc pouvoir aller réécouter le tout pour le détail. Merci beaucoup. Question de M. Samuel Bouchard. Oui, bonjour. J'ai plusieurs questions en fait. Première question, c'est que j'ai reçu ce qu'on appelle l'aide financière à la famille de la part du CLSC quand j'étais proche aidant pour mon père. Est-ce que ça compte comme une rémunération? Je pense pas. Parce que pour moi, c'est pas une rémunération, c'est plus comme une subvention. Il faudrait voir c'est quoi la nature de ça, peut-être en allant chercher avec ces termes précis-là, qu'est-ce que ça dit sur Internet, mais moi, ça m'étonnerait. Avez-vous un T4 qui allait avec ça? Pas pour l'instant, mais ça se peut qu'il soit dans la poste ou que je vais le recevoir prochainement, là. Mais à première vue, ça ne m'apparaît pas être une rémunération, là. C'est plus une subvention quelconque, là. Parfait. Deuxième question. Mon père a été chez moi parce que j'ai été son proche aidant, mais on n'a pas fait changer son adresse au sens légal du terme. Est-ce que va falloir que je fournisse une quelconque preuve qu'il a bel et bien été chez moi pendant l'année? Ça peut être nécessaire de fournir la preuve de cohabitation, mais encore là, il faut qu'on vous la demande. Parce que comme on est dans un système de divulgation où on s'attend à ce que vous mettiez les informations dans la déclaration d'impôt, il n'y a pas personne, à moins qu'on vous pose la question, qui va aller faire ces croisements-là, là. Fait que je n'aurais pas d'inquiétude majeure, mais je garderai des preuves. Parfait. Puis dernière question. Mon père est décédé en 2026. Est-ce que je peux quand même faire les demandes auprès d'un médecin pour qu'il atteste qu'en 2026, il aurait le droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées, genre il avait de la misère à se déplacer, même s'il est décédé? Absolument. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci. Je crois que j'ai une dernière question dans le chat. Madame Fournier, moi, j'ai eu des chèques emploi-service et j'ai eu une T4. Alors, est-ce que c'est considéré comme un revenu? Hélas, oui. Sauf que, comme je disais, je pense que ça, c'est plus avantageux que ce que le crédit peut vous apporter, peu importe. Fait que j'aurais tendance à aller plus vers ces chèques-là quand vous irez pour tous ceux qui y auront droit. Merci beaucoup. Marie-Christine, est-ce que tu as une autre question? Non, c'est bien. C'est bon. Moi, j'aurais une question. Je ne trouvais pas la main, là, mais je vais la lever. Mon Bonjour. conjoint, je demande, on a fait remplir les formulaires que vous avez mentionnés pour personnes handicapées. Est-ce que, là, on les a envoyés, ça fait peut-être 2 semaines. Est-ce qu'il faut l'en donner une au comptable ou à notre comptable, ou bien il devrait voir ça, ou c'est mieux d'y en donner des. Ben, moi, je lui en donnerai une copie, sauf qu'il ne pourra peut-être pas le réclamer si vous n'avez pas eu de réponse encore des Ah, autorités fiscales. OK. Sauf que oui, c'est une bonne idée d'y en fournir pour lui dire parce qu'il va peut-être aller élargir, dans le fond, les demandes de crédit qu'il va faire ailleurs, sachant que ça va nécessairement être accepté. Là. Je ne vois pas de raison pour lesquelles ça ne serait pas. Là. Parfait. C'est ça, on n'a pas eu encore la réponse, mais c'est mieux. Fait que merci beaucoup. Mais de rien. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des autres questions ou commentaires à partager avec Mme Marion et Mme Sylvain? Oui, moi j'ai M. Langlois. Oui. C'est le monsieur découragé, là. J'ai envoyé ma formule CIPH. Moi, je suis dans la Beauce. J'ai envoyé ma formule. Moi, j'ai eu mon médecin était très gentil de remplir tout ça. Puis, j'ai jamais eu de nouvelles. Moi, ça fait 2 ans que je suis proche aidant. J'ai absolument rien. J'ai pas. Je suis dans la CAQ du trottoir ou je sais pas. Ça m'arrive souvent dans ce domaine-là. Vous avez envoyé les formulaires il y a Oui. plus que 2 ans, puis vous n'avez pas eu de réponse. Non, puis ben pas, non, l'année passée, je dirais à peu près, ça fait 2 ans que mon épouse est atteinte. Je l'ai envoyé, ça fait 1 an que je l'ai envoyé. Puis entre-temps, j'ai communiqué avec le fédéral et avec le provincial, puis ils comprennent pas. Surtout avec le fédéral, là, le monsieur, il savait même pas de quoi je parlais. Fait que moi, je suis un petit peu découragé. Moi, Oui. c'est pour ça que je vous ai Ma- demandé si vous avez quelqu'un spécialisé, là, oui. Madame Ben, Morin écoutez, a répondu, a dit un délai de 60 jours par la poste et en ligne plus rapide. Ben, je vais devoir recommencer, je pense, là. Oui, ça et se elle est peut, conseillée de garder une copie. Ouais. Ben là, ça se peut que ça vaille la peine de recommencer. Cela étant dit, écoutez, on n'a pas besoin d'être
hyper spécialisé pour arriver à faire ça. Dans le fond, si vous avez un comptable dans votre région qui peut faire une fois la déclaration d'impôt, vous n'êtes pas obligé de retourner à chaque année, mais ça peut valoir la peine de faire l'investissement pour que cette personne-là puisse vraiment vous outiller puis aller chercher tout ce dont vous avez besoin une fois, là. Oui, OK. Bon, parfait. Oui, on va repartir ça. OK. Oui, parce que c'est vraiment désolant, là, puis je trouve ça dommage d'entendre ça parce qu'habituellement, c'est le genre de choses. Ah, ben c'est bien ça. Il y a Mme Morin aussi qui ajoute que le CLSC demande une travailleuse sociale pour le volet déficience physique aux besoins. Ça peut être le fun aussi, là. C'est toutes Ah, sortes de petits trucs ici. Euh, à la question de Samuel Bouchard, à savoir si le PowerPoint qui a été présenté va être disponible, malheureusement, non, on ne peut pas. C'est des règles internes. Toutes les PowerPoints qu'on présente, même à nos groupes, on ne les remet pas, mais on vous offre un outil qui a toute l'information requise dedans, ou en fait, peut-être encore mieux que ce qu'il y avait dans le PowerPoint, puisque vous avez les liens cliquables sur cet outil-là en PDF qui va vous être remis avec la formation. Oui, je vais envoyer ça à les gens qui ont participé plus tard cette semaine. Est-ce qu'il y a des autres commentaires ou des autres questions avant que nous arrêtions l'enregistrement de cet webinaire? Merci beaucoup tout le monde. Oui, Monsieur Langlois? une question. Les listes qui concernent bon, là, j'ai perdu. C'est tout ce qui a rapport avec là, je sais plus trop là. Les frais médicaux? Ouais, ces affaires-là, là. Puis il y avait beaucoup, il y Oui, avait une liste. Vous avez Oui. parlé d'une liste. Sont où ces listes-là? sur Internet. Oui. Dans Ah, le fond, quand je vais chercher crédit d'impôt pour frais médicaux là, dans OK. Google, OK. dans le fédéral, vous avez des listes qui sont là pour tous les types de biens là, et ou services qui peuvent constituer des frais médicaux. Ouais, mais ça peut être mentionné à une personne. OK, c'est beau. Oui, Merci absolument. beaucoup. Merci. Dernier, Willy? Juste de mentionner que sur le site web de la société, on peut trier par légal et juridique et finance, je pense, dans notre section ressources. Alors, je vais regarder pour m'assurer que les ressources qu'on a sont à jour, mais il y a ça aussi qui peut aider pour éviter de devoir chercher partout. Merci, Lee. Ok. Je crois que nous pouvons arrêter l'enregistrement.